23 de Faites entrer le film. Salut Vivien. Salut Olive. Salut Doudou. Salut. Enfin, salut Kev, en fait. Mais bon, c'est Doudou, donc maintenant les gens ils savent que c'est mon Doudou. Comment ça va les garçons? Répondez en même temps, allez-y, j'ai envie de vous entendre parler ensemble. Parlez en même temps. Bah écoute, moi ça va, j'ai eu un week-end assez compliqué, enfin on va dire pas compliqué, c'était plutôt sympa. C'était juste assez long à cause de la route, je suis quand même descendu au niveau de Lyon, donc ça fait 6 heures de route environ. En plus j'ai dû passer prendre ma soeur, donc ça fait un petit détour, c'est un petit détour d'une heure quoi, c'est juste que voilà ça rallonge toujours le trajet. Ok super, merci beaucoup, je suis content de savoir que vous avez passé un excellent week-end ensemble apparemment, c'est très très cool. Ouais, je le stalk un peu. J'ai bien compris. Bon. Moi, je saigne. Ah oui, c'est vrai, il s'est coupé avec une enveloppe en s'arrachant une croûte, donc du coup il saigne, il va mourir, c'est un garçon. Exactement. Mais je tiens à enregistrer ce podcast qui sera peut-être mon dernier. Mais il tient à enregistrer ce podcast qui sera peut-être le dernier. Ok, ça veut dire que tellement le film, on commence déjà à de l'humour absurde. C'est bien, on va aller loin. On a fait de l'humour absurde, mais j'ai même pas reconnu. Vous savez que l'humour absurde n'est pas une excuse à tout. C'est vrai, c'est comme le second degré. Exactement. Je suis assez d'accord. Quoique. Eh ben on va pouvoir rentrer tout de suite dans le sujet parce qu'il y a beaucoup à dire, c'est faux. Vivien, s'il te plaît, de quel film allons-nous parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous allons dans le port le plus claqué des années 70 pour retrouver un vampire, une loup-garotte, une sorcière et plein d'autres personnages hauts en couleur pendant le bicentenaire d'une guerre industrielle. Bienvenue dans Dark Shadows. Waouh, j'ai beaucoup aimé le loup-garotte. Ça fait un peu loup-garou, mais en fille avec une carotte. Attends. Ça, c'est vraiment comme ça, si je me trompe pas. Dark Shadow, ou Ombre et Ténèbres pour le titre québécois, est un film réalisé par Tim Burton qui s'entoure de la même équipe que d'habitude, c'est-à-dire Donny Elfman pour les musiques, les décors de Rich Henrich, avec au casting, pour ne pas changer en vrai, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Helena Bonham Carter, Eva Green, Jackie Earle Haley, Johnny Lee Miller, Chloé Grace Moretz, Carrie, Bella Hitchcock et Alice Cooper en guest, et Christopher Lee et 2-3 autres personnes dont on se branle prodigieusement. C'est un film qui avait un budget de 150 millions de dollars et qui a récolté 245 millions de dollars et demi lors de son exploitation en salle, ce qui fait que c'était pas fou. C'était pas fou. Voilà, c'était bien mais pas top. C'était bien mais pas top. On pourrait en faire une chanson presque de ça. C'était bien, mais pas top. C'était quoi cette espèce de hip-hop des années 80? Bah, une espèce de hip-hop des années 80 quoi. Ah d'accord, c'est ça. Bah écoute, Kevin, tu nous fais un petit rap? Non. Je vais pas tu faire nous ça. Fais un petit rock? C'était bien, mais pas top. C'est de la pop. Je suis désolé. Ouais, ça c'est de la pop. Ah ouais, d'accord. J'ai reconnu tout de suite le petit côté Oasis, tout ça. C'est une super boisson. Du coup, Kevin, est-ce que tu peux nous parler de la première scène de Dark Shadows, s'il te plaît? Oui, je peux. Alors, tout commence à Liverpool en 1760. On voit des bateaux et des gens qui montent sur ce bateau. Mais avant ça, on a une voix off qui nous dit « On dit que le sang prime sur tout ce qu'il façonne. » Ah putain, j'ai même pas bien écrit le truc. Bon, on dit que le sang prime sur tout, qu'il nous façonne, j'ai oublié une virgule, nous enchaîne, nous maudit. À certains, le sang offre une vie opulente et privilégiée, à d'autres, une vie de soumission. La voix off qui dit ça monte sur le bateau avec ses parents et on voit une petite fille qui a l'air d'être une servante, on sait pas trop, mais on s'en fout, quoique non, parce qu'elle aura un rôle important. Il départ vers le nouveau monde en arrivant par le Maine, j'ai compris, je sais pas. Il départ Il départ vers le nouveau monde. Bah, on dit il part, il départ, voilà. C'est Oui. ça, il départ, c'est quand ils reviennent, non? Il est parti puis il départ. D'accord. Donc la famille arrive dans le nouveau monde et ils expliquent que la seule vraie fortune c'est la famille. D'accord. Ils arrivent donc à un petit endroit, ils décident de devenir sédentaires. Ils s'appellent les Collins, ils appellent la ville Collinsport. Ils décident de créer un manoir qui s'appellera Collinwood. Ensuite, Barnabas, parce que c'est le héros de notre film quand même, il est là. Il met ce blaze. Grave, il met un râteau à une meuf qui va pas apprécier. Ensuite, il tombe amoureux d'une fille qui s'appelle Josette, compliqué comme prénom. Elle meurt aussi, elle saute d'une falaise qui s'appelle je sais plus trop quoi, les veuves.
Elle meurt, lui il est un peu dégoûté, il saute aussi. Mais tout ça c'était un sacrilège, j'allais dire, mais non, c'était un sortilège. Il devient un vampire, après il revient, après la meuf qui a mis un râteau, il l'a embrigadé tout le truc, il décide de l'arrêter, il le met dans un cercueil, et il ferme, il l'enterre, et c'est la fin de cette première scène qui est... Je suis sûr, vous avez tout compris. Déjà, t'as commencé par nous faire un on bute Perceval IRL, c'était incroyable. Oh mon dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Kevin? Je sais pas. Cet épisode sera épique. Le pire, c'est que j'ai tout bien noté en allant à la ligne et tout, mais mon cerveau il a décidé de lire des phrases pas dans le bon ordre. Et puis voilà. Parce qu'encore une fois, ta bouche est allée plus vite que ton cerveau. Exactement, ma bouche va plus vite que mon cerveau. Quand des choses veulent sortir, elles sortent. Et l'amour C'est lui fut interdit, ainsi que la mort. Le vampire il devient pour souffrir éternellement, enfermé dans un cercueil. Heureusement que ton cul, il va pas plus vite que ton cerveau, hein, parce que ce serait le bordel. C'est déjà arrivé. Et je préfère pas en parler. Oui, la fameuse fois au lycée, je sais, Kevin, je sais. Ouais, tout ça. La gênance. La gênance extrême. Ouais, bon, pour faire simple, on suit Barnabé. Il a recalé une meuf, elle est pas contente, elle bute ses parents, elle bute sa meuf. Elle lui lance un sortilège comme quoi il devient vampire parce que c'était une sorcière. Le village se monte contre lui avec l'aide de la sorcière. Il est enfermé dans un cercueil, enterré. Bim, 200 ans plus tard. Effet pyrotechnique du pauvre. Voilà, oui c'est ça. C'est pas Barnabé, c'est Barnabas par contre, mais sinon c'est ça. On va suivre les aventures de Barnabas et de tout l'équiproquo qui va entraîner les discussions entre une personne contemporaine de l'époque où ça se passe, 1972, et un vampire vieux de 200 ans, parce qu'ils parlent pas la même chose, et du coup, c'est trop drôle. Ça va faire de l'humour, c'est de la merde. Wow, attends, j'ai fait un AVC ou alors on a fait un saut de 20 minutes dans le film? T'as fait un AVC. Non mais vraiment 12 minutes, j'ai pas réussi à faire la première scène, on a niqué le truc. Il va être pas mal cet épisode. Bien, alors heureusement, ce que je disais, j'ai un plan en béton qui va nous permettre d'avancer dans le film. Oui, armé, oui. Qui va nous permettre de parler essentiellement, pas trop, des personnages, parce qu'il y a beaucoup de personnages, on va les survoler très rapidement. Vivien, est-ce que tu peux nous planter le décor simplement déjà avec Barnabas? Donc, Barnabas, interprété par Johnny Depp. Donc Barnabas, on l'a dit, il est maudit par la sorcière, interprétée par Eva Green. Il va être enfermé pendant 200 ans. Et alors qu'on construit un McDo, il va se réveiller, tuer tout le monde et retourner à son ancienne bâtisse. Il va enfin y rencontrer ses descendants, dont il est parent. Et il va y avoir de l'humour parce qu'en fait, Barnabas, il a vécu il y a 200 ans. Du coup, il connaît pas les trucs de maintenant. Et du coup, il galère. Voilà, sinon il est un peu rancunier. Oui, il a l'air un petit peu rancunier en effet. Donc Barnabas, il a également des super pouvoirs de vampire, c'est-à-dire que globalement il est immortel, il a le teint pâle, il fait peur, il hypnotise, il boit du sang. Et, il brille au soleil. Il brille au soleil, mais il brûle au soleil plus qu'il ne brille. Enfin, par extension ça fait des flammes, c'est sympa. Mais voilà, donc on va avoir un personnage très en décalage. Par rapport à la situation contemporaine du film. Mais ça c'est un truc que j'ai pas compris quand il brûle. C'est-à-dire c'est son costume qui brûle. Oui. Pas lui. Oui, non, ça n'a pas de sens. Ça doit brûler en dessous et les flammes après, vu que c'est du synthétique en coton. Ça peut pas brûler en dessous parce qu'il est déjà sorti dehors avec ses costumes et il brûlait pas. Bah ouais. C'est vrai. Tu veux dire que ce film a des problèmes au point de vue du scénario? Oui. Pas que, mais oui. Très bien. Kevin, oui, un avis sur Eva Green? Moi je l'aime bien. Et un avis sur Angélique Bouchard? Je l'aime moins bien. Moi, elle me faisait chier à l'école, Angélique Bouchard. Une fois, elle m'a enfermé aux toilettes, Angélique Bouchard. Et maintenant, tu sais quoi? Je l'ai revue l'année dernière, Angélique Bouchard, au Monoprix de Drancy. Et bah, tu sais ce qu'elle est devenue, Angélique Bouchard? Elle a un petit serre-tête bleu, un tailleur bleu, un labrador, 3 enfants. Et c'est devenu une Versaillaise, mon pote. J'étais tellement content de l'avoir vu gâcher sa vie à Angélique Bouchard. Qu'est-ce qu'elle fout à Drancy si c'est une Versaillaise? Elle était là pour voir sa mère. Qui est une Drancienne. Une Drancéenne. Une Drancéenne. Un peu, gros. Ouais, respecte-nous un peu. Ouais, non, moi j'ai quitté tout ça, ça va pas, faut être fou. Donc non, ouais, est-ce que tu peux nous parler, Kevin, s'il te plaît, d'Angélique Bouchard, interprétée par Eva Green? Angélique Bouchard, c'est une sorcière. Immortelle, plus ou moins, et elle a des pouvoirs de malade mentale, en vrai.
c'est la sorcière la plus OP. C'est incroyable que dans ce monde farfelu et complètement tordu, une sorcière comme ça, si elles étaient plusieurs, elle gouvernerait le monde. Et elle reste dans sa petite mare. Je n'ai pas compris ça, parce que la sorcière, elle a tous les pouvoirs du monde. Elle n'a même plus besoin de faire des incantations à la fin du film. Elle arrive, elle pète la nuque à tout le monde, elle fait enflammer les choses comme ça, elle prend le contrôle de la maison de Barnabas et elle retourne toutes les statues en bois, les machins, les trucs. D'ailleurs, bon point du film, les décors sont plutôt cool. Bref, elle est super OP, c'est une X-Men. Ouais, puis elle connaît un loup-garou, parce que voilà. Mais ouais, en un claquement de doigts, elle peut te faire. Après, elle est un peu fragile. Hein. Sa peau, c'est un peu une coquille. Hein. Oui, c'est ça, on apprend qu'elle est vide à l'intérieur en fait. Elle est complètement vide à l'intérieur. Dans l'acte 3 du film, on comprendra ça. Mais avant qu'on en arrive là, elle est quand même. Pourtant, Barnabas, il la défonce bien contre les murs. Hein. Et elle casse pas. Hein. Oui. Non, c'est vrai qu'il y a une petite une scène de sexe tout public entre Barnabas et Angélique Bouchard. Tellement longue. Dieu, ce nom. Une scène qu'on retrouve d'ailleurs dans The Boys. Une scène qu'on retrouvera à peu près dans The Boys aussi, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Mais dans le film, là, c'est beaucoup trop long. La musique est cool, parce que vraiment, là, il y a un gros effort sur la bande-son. Il n'y a pas que des thèmes originaux composés par Danny Elfman, comme c'est étonnant pour un film de Burton. Mais il y a plein de musiques qui sont ancrées, qui font des musiques des années fin 60 et 70-72, qui passent plutôt bien, y compris du Alice Cooper, d'ailleurs, qui aura un caméo, qui fera un caméo dans le film, puisqu'il sera invité à un concert dans le manoir des Collins. Je vais prendre la parole pour parler un petit peu de Chloé Grace, donc de Carrie, le film qu'on a parlé il y a pas tellement longtemps avec l'ami Paul de la chaîne Popcorn. Abonnez-vous, c'est important. Juste en haut, là, Kevin. Là. Voilà. Chloé Grace interprète le rôle de Caroline. Non, du tout. Non. Bah non. Bah si, c'est Caroline. Oui, c'est Caroline Stoddard, qui est une gamine qui vit chez les Collins, qui est une hippie en devenir, qui rejette, vu que c'est une adolescente, à peu près tout le pouvoir matriarcat de la maison, parce que le manoir est tenu par une descendante féminine des Collins. Elle veut partir à Hollywood pour faire sa star, et c'est une grosse conne. Mais à la fin, on apprend que c'est un loup-garou. Et ça, c'était nul, en fait. C'était très nul. C'était très nul. Ça ne sert à rien. Ça n'a aucun intérêt. Ça permet juste que Angélique dise une phrase du genre je l'ai fait morte par un loup-garou quand elle était petite, pour bien faire comprendre qu'elle a décidé de maudire toute la famille de Barnabas et ses descendants. Mais sinon, ça n'a aucun putain d'intérêt. Non, Chloé Grace a un rôle plutôt, c'est un second rôle, hein, on la voit vraiment pas beaucoup à l'écran. Elle est juste là pour faire son ingénue, se pincer la lèvre inférieure avec ses dents et faire les jolis yeux. C'est à peu près tout ce qu'elle va faire dans le film. C'est le rôle des femmes au cinéma. Non, mais oui. C'est du second degré, hein. Pardon, c'est vrai. C'est vrai que cette émission est placée sous le signe de l'absurde et du second degré. Prout. Prout, voilà, j'adore ça. Non, ça c'est pas du second degré, ça. C'est même pas absurde, Kevin. T'as laissé parler ton cul plus vite que ton cerveau. Exactement. Ouais, non, mais c'est juste que là j'ai dit ça, mais je vais porter un peu de précision. C'est parce que j'ai l'impression que ce film utilise littéralement la femme comme simple objet de désir et objet de déco. Ouais, ce qui est complètement idiot, je trouve, parce que quand Victoria, un personnage que tu vas sûrement nous présenter après, Olive, rencontre donc la matriarche que tu vas sûrement nous présenter après, Olive, lors d'un entretien d'embauche où elle lui pose 3 questions dont je ne me souviens plus les 2 premières. Une question sur ce que vous croyez en... Et après, elle lui lâche que pensez-vous de l'égalité des sexes? Et Victoria lui dit... en gros que s'il y avait l'égalité des sexes, les hommes se sentiraient plus, quoi. Donc, une petite précision, quand on lit entre les lignes, ça veut dire que le sexe fort, c'est celui de la femme. Ce qui n'est pas du tout représenté dans ce film. Mis à part que la méchante, c'est une femme, mais elles ne sont que des objets, que des points par rapport à Barnabas et ses envies sexuelles. Je crois que ce film a essayé de faire un peu comme on a déjà parlé dans Sucker Punch. Je pense que ce film a un but particulier sur le féminisme et tout ça. Il a un but comme ça.
dans sa liste de buts. J'ai bien dit but, hein, je parle pas de but. Mais je pense que voilà, c'est d'avoir une critique sur le féminisme, une critique sur le sexisme et un écueil, un éloge au féminisme. Et contrairement à Sucker Punch, qui d'après moi, réussit malgré sa vulgarité, ce film... Vulgaire, Sucker Punch. Non mais, tu me comprends quoi, tu regardes des filles en petite tenue se trémousser tout le long du film et tirer avec des gros flingues. Mais dans ce film, pour moi, c'est la même chose, sauf que je sais pas comment ils ont fait, mais ça fonctionne pas du tout, et que la femme est juste un objet de désir qui entre en corrélation avec l'idée du vampire désir sexuel. Mais c'est de la merde. C'est étonnant parce que quand tu regardes bien Michelle Pfeiffer, qui est la matriarche en fait du clan Collins, c'est une femme qui tient en fait le peu de famille qui lui reste, donc c'est censé être une femme forte. Elle est présentée comme telle, Michelle Pfeiffer dans le film. Mais c'est le seul personnage bien écrit, je trouve. Et même Eva Green dans le rôle d'Angélique Bouchard, elle est présentée comme une femme forte. Et je sais pas à quel moment c'est parti en couille en fait. Parce que l'idée c'était quand même de présenter les femmes au pouvoir, des femmes d'influence, des femmes fortes. C'était très intéressant. Et tout ça s'effondre au profit de Barnabas en fait. Non mais je suis d'accord parce qu'il y a aussi, quand il y a un espèce, on va dire la réunion des principaux actionnaires, j'ai l'impression... dans l'entreprise d'Angélique où c'est que des vieux blancs en costard. Donc la représentation qu'on a des différents des différentes entreprises, et elle, la femme jeune qui réussit. Et donc, mais je suis là-dessus, ouais, ok, il y a 2-3 trucs où tu te dis d'accord, mais Victoria n'a aucun intérêt. Pfeiffer, ouais, pour le coup, j'aime beaucoup son personnage. Angélique est méchante et elle est amoureuse d'un homme, mais donc elle détruirait toute la vie et tout l'entourage pour avoir ce qu'elle veut. Putain, c'est quoi ce... Y compris lui, hein, parce qu'elle le détruit pas, mais elle le pourrit psychologiquement. Ouais. C'est elle qui l'a fait enfermer 200 ans après l'avoir transformé en vampire. C'est ça. Ça, c'est plutôt un truc normalement machiste. Tu vois, donc là, ça échange totalement les rôles et je sais pas. Je sais pas ce que... Enfin, même pas Burton, mais je sais pas ce que le scénariste a voulu nous faire comprendre. Parce que j'ai rien compris, moi. Faut aussi comprendre, et je ne l'ai pas vu, mais je vais le balancer comme ça, que c'est adapté d'une série télévisée. Des années 60, oui, tout à fait. Mais même, je pense que dans cette série télévisée, c'était pas aussi graveleux, moi, j'ai envie de le dire, ce film, moi, il me dérange. Mais... Moi, il me dérange pas outre mesure, il m'ennuie profondément. Et pourtant, alors attention, je vais m'auto-disclaimer, j'aime beaucoup le cinéma de Burton, jusqu'à un point de rupture, et Dark Shadows est de l'autre côté de ce point de rupture. Parce que Burton est arrivé à un point dans ses films où il ne fait plus que de la parodie de Burton en fait. Ça va toujours être la même chose. Il n'y a qu'à voir ses collaborations. Johnny Depp et Helena Bonham Carter, à eux deux, Johnny Depp il en est à 9 ou 10 participations dans des films de Tim Burton, sachant que Burton en a réalisé genre 16 ou 18 films. Donc ça fait beaucoup de collabs. Et Bonham Carter, c'est pareil, elle en a un peu moins à son compteur, mais elle a dû faire 7 ou 8 films avec son mari, bon, d'accord, y compris La Planète des Singes, où il y avait aussi l'ex-femme de Tim Burton, et elle, c'est un fiefé coquin. Je savais pas. Non, mais le problème, c'est que, comme tu dis, Burton fait de la caricature de Burton, et il fait jouer Johnny Depp qui faisait de la caricature de Johnny Depp. À un moment donné, je vais pas dire qu'ils étaient cramés, mais ils étaient dans une phase de leur carrière où ils n'ont pas réussi à se réinventer, c'est tout. Même Carter a fait du Carter. Hein, oui, mais elle a toujours fait ça, mais déjà, là, elle a un plus petit rôle, on la voit beaucoup moins. Elle disparaît assez vite, ouais. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, c'est l'occasion tant qu'on parle de l'actrice, c'est l'occasion de planter un peu son personnage et dans le même temps de parler aussi de Victoria, parce qu'on n'en a pas parlé, avant de rentrer dans le cœur vraiment du film. Helena Bonham Carter, elle joue le docteur Julia Hoffman, qui est le docteur, la psychiatre en fait, qui suit le petit-fils de Michelle Pfeiffer, qui a perdu sa mère, qui est du coup un peu quelques pètes au cerveau suite à ça. Et Helena Bonham Carter a élu domicile à Collinswood, donc au manoir, pour le suivre. Au réveil de Barnabas, elle va étudier aussi Barnabas, tellement l'étudier qu'elle va bien le sucer, son sang. Oui. Non, sucer sa bite, Olivier. Non, mais ça, c'est ultra dérangeant dans le sens où
c'est arrivé juste après que lui ait dit « Ah, vous êtes une belle femme ». Je veux bien comprendre qu'elle soit un poil dépressif. Je veux bien être d'accord qu'elle soit un poil dépressive et tout ça. Mais quand même. Et Helena Bonham Carter finira, il va la tuer, il va la tuer quand il va comprendre qu'elle s'injecte le propre sang de Barnabas, parce que en toile de fond, on comprend que Barnabas, il a rencontré son enjeu amoureux dans la réincarnation de sa bien-aimée, et il veut à tout prix, il veut redevenir humain. On le comprend tardivement, c'est vraiment survolé dans le film, alors que ça devrait être, je pense même, le point principal du film. Là, en l'occurrence, c'est juste survolé, mais on comprend que voilà, ils font du transfert de sang. En fait, lui apporte du sang frais qu'il faut pas trop demander d'où il vient à Helena Bonham Carter, qui fait une transfusion comme une dialyse en fait. Et elle lui aspire son sang de vampire pour lui injecter du sang d'humain. Ça fonctionne pas foufou, mais elle récupère ce sang de vampire pour pouvoir le boire elle-même. Du coup, quand Barnabas va s'en rendre compte, il va la tuer, la jeter dans l'étang. Et peut-être qu'il y avait une grosse envie de faire une suite, puisque à la fin du film, spoiler, plan dans les temps ou dans les marais, on retrouve le cadavre d'Helena Bonham Carter, et blam, ses yeux s'ouvrent, et genre, elle est pas morte et tout, parce qu'elle a bu du sang de vampire, tout ça, truc de fou, et on s'en va les couilles en fait. Et on s'en branle parce qu'il n'y aura pas de suite, mais je ne pense même pas que ce film a mené à une suite, je pense que c'était juste un truc pour dire, bah voilà, elle est vivante, parce que c'est une vampire. Putain, mais on le sait déjà que c'est une vampire. On voit ses crocs quand elle se fait mordre. Oui, non, mais parce que ça, les gens, ils ont oublié. Il fallait bien qu'on te le rappelle à la fin, genre, patatras. Ou parce qu'elle avait négocié un temps d'image supplémentaire, c'est aussi possible. Donc voilà, on a planté le gros des personnages, et on va pouvoir rentrer un petit peu dans le fond. Et il y a des trucs qui sont sympas dans ce film, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, par exemple, la musique, et pas les thèmes de Danny Elfman, parce qu'ils sont anecdotiques. Vraiment, ouais. Je sais pas s'il y a un truc qui... Mais c'est toute l'autre bande-son, des vrais morceaux de l'époque qui sont utilisés, qui marquent une rupture déjà avec ce que fait Johnny Depp, abus de langage, ce que fait Tim Burton d'habitude, où il est très ancré avec que des compositions originales de Danny Elfman, etc. Là, il utilise de la musique réelle du monde véritable, et ça fonctionne plutôt bien. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, le choix des morceaux, et surtout comment ils sont utilisés. Mais chez moi, en plus, il y a des morceaux, vraiment, tu les entends une fois, tu les as pour la journée, ça te pourrit la vie, putain, je déteste le film, putain, je déteste Burton, putain, mais j'en ai marre. Pardon. Oui, je suis complètement d'accord. C'est vrai que je suis très fan, en fait, des morceaux contemporains ou pas, en fait, mais dans des films... comme ça, des films plus ou moins sérieux. J'aime beaucoup avoir un morceau que je connais, parce que je trouve que c'est plus simple on va dire, à accepter. Ouais, puis ça, oui. La musique permet de bien savoir dans quelle époque tu es aussi. Oui, tout à fait. Je pense que c'est fait pour ça, mais j'aime beaucoup la musique, oui, utilisée. Ça passe plutôt bien. Ouais. En parlant de musique, parce que je vois que le temps file, on est déjà à plus de 30 minutes d'enregistrement, qui dureront à peu près 15 minutes une fois que le monteur sera passé par là. Donc, en parlant de musique, vous le savez maintenant, quand c'est Bibi qui présente, enfin Olive, parce qu'on va me demander qui est Bibi, et ça n'a pas de sens, je m'appelle pas Bibi. Quand c'est Olive qui présente, il y a des petits jeux. Et je vous ai concocté un petit jeu, qui va être court cette fois, parce que ça va être un blind test spécial Tim Burton. Ce qui va nous permettre peut-être de mettre en évidence certains problèmes de Danny Elfman d'ailleurs, et qui se décompose en 5 extraits, 5 morceaux, 1 point pour celui qui trouve juste le film, on s'en fout du reste, et le vainqueur est celui qui aura marqué le plus de points. Est-ce que ça vous va les garçons ? Ok, bon je l'annonce tout de suite, celui-là je te le donne Vivien. Parce que tu connais rien à Tim Burton. Exactement. Non mais vous me connaissez, j'ai choisi des titres quand même, de toute façon, en fait non, puisque tout se ressemble. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Non mais moi je suis un peu chaud, il y a 2-3 films de Tim Burton qui me... Oui. On va voir ça. Édouard aux mains d'argent. Oui, 1 point pour Kevin. Bé. J'espère qu'il y aura des films que j'aime bien. Vous êtes prêts pour le deuxième morceau ? Bien sûr. Ça ressemble à Beetlejuice. Putain, mais c'est pas la plus connue, espèce de connard. Ah bah si, c'est la plus connue de morceaux de Danny Elfman. C'est celle-ci. Hein. C'est celle-ci. Hein. Bah oui. Tu me dis ça, moi, Beetlejuice, j'ai vu il y a 25 ans, qu'est-ce que tu me racontes ?
T'étais même pas né il y a 25 ans. Petite anecdote, Beetlejuice a longtemps été un de mes films préférés. Il y a le 2 qui va arriver. Et ouais, j'en ai entendu parler là, genre tout à l'heure. Alors prêt ? Sleepy Hollow. Oui. Ce qui fait 2 pour Kevin, 1 pour Vivien. Sleepy Hollow qui est peut-être mon film préféré de Tim Burton, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc peut-être il faut mieux pas que je le revoie. Allez, c'est parti. Batman. Yes. Et la dernière pour la forme. C'est pas Alice au Pays des Merveilles ? Alice au Pays des Merveilles. T'as vraiment dit ça comme un présentateur télé. Alice au Pays des Merveilles, c'est une bonne réponse. Oh oui. Eh ben, victoire éclatante et flamboyante de Kevin, l'homme qui n'aime pas Tim Burton. C'est pas... Attends, j'ai pas dit ça. N'aime pas trop Tim Burton. Parce que là, je vais prendre une vague de gens qui aiment Tim Burton, ils vont me dire que je suis un enfoiré. Ils seront 3, détends-toi aussi. C'est pas grave, mais ils peuvent le dire. C'est une petite vague, c'est une vaguinette. Fais gaffe, ma soeur aime bien Tim Burton. Mais elle a le droit, mais je suis pas à les goûts des gens. Elle va te défoncer, Kevin. Ouais, elle va te détruire. Arrête, j'ai peur. Quand il parle de sa sœur, il parle de ma femme. Hein. Tu veux de la ventoline, Kevin ? Oui. À moi, à tomber, à moi. Disons que Tim Burton, il y a une phase que j'aime un peu, et il y a une phase que j'aime pas du tout. Moi, j'adore Sweeney Todd. Je trouve que c'est vraiment une très bonne comédie musicale. Alors, je pense que c'est le Tim Burton préféré de ta sœur. Avec Batman le défi. J'ai pas osé lui dire Batman, je comprends, mais comment ta sœur, quand elle a commencé à me dire ouais, Sweeney Todd, je connais toutes les chansons par cœur, nanana. Bon, elle a pas fait nanana. Non, il y en a plein, il y a plein de morceaux, il y en a trop. Sweeney Todd, c'est une plaie parce qu'ils savent pas chanter. Oui, ils savent mais pas non, chanter, mais il y a deux morceaux. Savent pas chanter. Mais on n'est pas là pour parler de Sweeney Todd, bien que ce soit un film de Tim Burton avec la collaboration de Johnny Depp et Helena Bonham Carter. On n'est pas là pour ça. Mais on est bien là pour parler donc de... c'est quoi déjà ? Ah oui, de Dark Shadows. Attendez, en même temps, en parlant de... Ouais, t'as compris ? Il faut bien comprendre que quand on parle... Et ok, je vais peut-être me faire taper dessus pour dire ça, mais quand on parle d'un film de Tim Burton, on parle surtout de Tim Burton. Parce que un film de Tim Burton, c'est un film de Tim Burton parce que c'est du Tim Burton. Pas parce que c'est de l'acting, pas parce que c'est du scénario, non. C'est parce que c'est du Tim Burton. Non, mais on peut même étendre le spectre un peu et quitter un peu Dark Shadows. Vous l'aurez compris, on n'a pas trop aimé ce film qui prône un patriarcat et une utilisation de la femme démesurément sexiste. Et c'est pas le... moi, il y a un truc que j'ai bien aimé dans le film. Les décors. Non, c'est une réplique. Décors, ouais, les décors, mais c'est une réplique quand à la fin l'autre, c'est une loup-garou. Et elle lui fait bah ouais maman, je suis une loup-garou. Et alors, waf. Putain, waouh. Le waf, j'adore le waf, mais la réplique sinon je la déteste. Le waf, genre alors j'ai juste pu faire waf. Oui, il arrive. Non, en vrai, un truc que j'ai bien aimé, enfin que je trouvais ça intéressant, c'est quand Victoria. Les Sand Eva Green. Moi je l'aime bien moi. Mais quand la Victoria, donc Vicky, donc ce qu'on a l'impression d'être le personnage principal au début du film et qui est très très vite éclipsé. Par la suite. Ah oui, elle disparaît. Mais c'est à se demander si elle est encore là. Hein. Et, moi, quand elle revient à la fin, je l'avais oublié. Moi, moi aussi. Il y a ça aussi à résoudre. Et elle arrive en train, donc elle descend de la gare, et il y a une... je sais pas comment ça se dit, mais le bleu, enfin les couleurs bleues, ressortent énormément. Ça fait un énorme contraste avec le reste des autres couleurs. Et il y a tout ça jusqu'au moment où elle arrive au manoir, et je trouvais ça intéressant. Je me suis dit, c'est cool, cette surexposition d'une couleur. Non, la photographie est en général, elle est très jolie, elle est très nuancée, oui, il y a beaucoup de couleurs, en même temps c'est très teinté bleu, mais... Après je trouve que ça devient un peu plus fade, et je trouve ça un peu dommage. En même temps, tout est bleu, toute l'intro est bleue. Oui. Enfin, une fois qu'on arrive en 1972, et avant qu'elle soit prise par des hippies pour être montée jusqu'à Collinwood, tout est bleu, les murs de la gare par laquelle elle arrive sont bleus, le train est bleu, son manteau est bleu-gris, sa valise est bleue. C'est ça, mais même quand tu vois, il y a des voitures jaunes, mais elles sont très ternes à côté. Et t'as même. Du coup, elles sont vertes, parce que jaune plus bleu, ça fait vert. Ça fonctionne pas comme ça en lumière soustractive, n'est-ce pas ? Et en lumière soustractive et mon cul sur la commode, nanana, moi je fais des études de cinéma. T'as même l'océan qui est ultra bleu.
Dites-le si je vous emmerde. Moi, je sais pas. On fait un podcast sur le cinéma. On parle cinéma. Et là, ça rigole. C'est pas mon cul sur la commode, le tirote. Et ben, vous savez quoi, je me casse. Encore? Oui. Non, mais c'est bon, je me suis calmé, je reviens. Ah oui, ça se voit que tu t'es calmé là. Non. On a une teinte bleue, une teinte verte tout le long du film, hein, et on a une photographie en général qui est très bien gérée, alors que pourtant on n'a pas les décors les plus simples, étant donné que la grosse partie des décors c'est de la CGI, et le manoir c'est un manoir, donc c'est pas bleu, quoi. Et c'est pas simple le manoir, c'est un manoir. Waouh. Et le manoir c'est noir. En effet, je suis d'accord. Oui. Et le manoir c'est pas bleu, c'est noir. Parce que noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Ouais. Ceci étant, si on élargit un petit peu le spectre de Dark Shadows pour le quitter un petit peu et qu'on s'intéresse plus à Tim Burton, ce qu'on avait commencé à faire avant qu'il y en ait qui partent en délire. J'aime bien Tim Burton. Je vais le dire, j'aime bien Tim Burton. Il faut savoir que Tim Burton, pour moi, je lui ai pas donné la parole, moi. Mais à un moment donné, c'est oh là là. Alors, oui, t'aimes bien Tim Burton, oui, en effet, je t'écoute. J'aime bien Tim Burton, parce que il a une cinématographie très particulière, bien à lui, on reconnaît ses films, hein, visuellement on les reconnaît, même avec l'audio on les reconnaît, avec les acteurs particulièrement on les reconnaît, mais ça reste quand même ses films, sa façon de filmer, sa façon de surtout de faire l'image, de composer ses plans et de les illuminer. Tout à fait. Toujours avec des histoires un peu sombres, tout ça. Et moi, vraiment, c'est quelque chose qui correspond à ce que j'aimais beaucoup petit et ce que j'aime encore maintenant beaucoup. Pourtant, je vais avoir des problèmes donc avec certains films, hein, comme vous. Hein, vous avez dit que vous aviez des phases de Tim Burton où vous étiez un peu moins. Oui. Et moi, je dirais pas que j'ai une phase. J'ai juste des films qui passent pas. Voilà. Et tous les films là, voilà. Donc Sweeney Todd. Là, pour le coup, Dark Shadows. Pardon. Waouh. Je me suis étouffé avec de l'air. Comment c'est possible ça? Respire. Bah il peut pas, il s'étouffe. Comme je l'ai dit plus tôt pendant le truc là qu'on a fait là où on chantait. Non, plutôt c'est pas quiz. Une planète. Le quiz, le blind test. C'est un chien. Voilà. Moi, Beetlejuice, Frankenweenie. Beetlejuice, c'est encore aujourd'hui un de mes films préférés et qui a bercé mon enfance. C'est étrange de dire parce que c'est un film assez proche d'un mur, dans un couloir, bercé dans un couloir. Mais voilà, c'est un film qui encore aujourd'hui m'inspire visuellement quand je réfléchis au cinéma. Et je trouve ça incroyable en fait, je finis juste avec ça, que j'arrive à aimer, bon après c'est pas la même période, mais j'aime tant Beetlejuice et je peux tant détester un film comme Dark Shadows. Et quand tu regardes un peu le cinéma de Burton et que tu l'analyses, alors attention, analyse de film par Olive qui connaît rien du tout au film, mais et ce que tu disais tout à l'heure est intéressant, il écrit, il raconte à peu près tout le temps la même histoire, ou en tout cas il utilise les mêmes gimmicks. Le personnage principal de tous ses films, c'est lui. Des cheveux hirsutes, prends n'importe quel film avec son héros principal, il aura toujours les cheveux hirsutes, généralement il aura les yeux cernés de noir, c'est un artiste ou un artiste incompris ou quelque chose comme ça, et je parle de films plus ou moins originaux, hein. Je parle pas des Batman, les Batman, enfin si, parce qu'à la limite Batman, le personnage principal de Batman c'est Joker. Noir. Oui, mais le personnage principal de Batman, c'est pas le Batman dans le premier Batman avec Michael Keaton, c'est le Joker. Et le Joker, c'est un artiste incompris. C'est le pingouin. C'est le pingouin, et encore une fois, on retrouve le même gimmick. Les cheveux hirsutes quand il y a des cheveux, maquillage noir. Dans tous les films autour des yeux, je veux dire, dans tous les films de Burton, on va retrouver une mort ou un monde. Le monde de la mort est souvent plus joyeux que le monde réel où est ancré le film, dans la diégèse du film, peu importe le film. Il n'y a qu'à voir les noces funèbres. Tout est gris et terne dans le monde standard, et quand ils descendent au pays des morts, c'est la fiesta, il y a des clubs de jazz, ça bouge, il y a de la couleur, c'est très dissonant, et c'est quelque chose qu'on trouve dans tous ces films. Et ce schéma-là, il va le redéployer, Tim Burton, à chacun de ses films, toujours la même chose. Ah si, il y aura souvent aussi une porte de travers et des spirales, c'est un truc à peu près récurrent dans toute la filmo de Tim Burton. Et voilà, donc au bout d'un moment, je pense que on a fait le tour de ça. Et j'aime beaucoup le cinéma de Burton. Il y a plein de films que j'ai aimés parce qu'ils ont un peu bercé mon enfance, et parce que ce côté un petit peu
on s'amuse, enfin il y a beaucoup d'éléments gothiques, les rayures, les chaussettes à rayures, noir, blanc, enfin les yeux cernés, tout ça, moi c'est quelque chose qui me parle. J'ai grandi avec des groupes comme The Cure, enfin tu sais, c'est de vagues un peu new wave, machin, où c'était pas trop dark parce qu'ils étaient souvent plutôt rigolos, mais il y avait un look, et c'est le look des films de Burton, j'aime bien. Mais au bout d'un moment, quand tu grandis et que tu te rends compte que mais il est encore en train de nous faire le même film, c'est pour ça que d'un seul coup arrive Mars Attack, qui globalement reprend plein d'éléments du cinéma de Burton, mais bon, bah déjà, ils ont allumé la lumière dans ce film, parce qu'il fait jour, ça se passe en plein jour, ce qui est un peu différent de ce que fait Burton habituellement. Il y a des musiques qui ne sont pas que des musiques de Danny Elfman. Si la musique principale, la musique officielle, c'est Elfman, mais il y a plein de musiques qui sont utilisées qui viennent d'ailleurs. On suit plein de personnages complètement éclatés. Le personnage principal, il n'y en a pas forcément. Ce n'est ni un artiste ni un mec qui a mal dormi parce qu'il a des cernes, qui a des problèmes relationnels, etc. On suit plein de monde, et Mars Attack c'était un vent frais. Alors il s'est pris un four, ça a fait un four Mars Attack, mais c'était différent dans le cinéma de Burton. Et 10 ans après, on retrouve à peu près ce même film dissonant. Pour moi, c'est Big Fish. Big Fish, de nouveau, on a rallumé la lumière, on change un peu le panel de comédiens, même s'il y a Helena Bonham Carter. C'est Evan McGregor, il y a de la couleur, il y a toujours l'esprit un peu absurde et décalé de Burton, mais on oublie la mort, on oublie les portes de travers, on oublie les spirales, on oublie le héros un peu pété, faussement artiste, etc. Et on suit une histoire d'amour plutôt fraîche. C'était nouveau. Big Fish, c'est un film que j'aime bien en plus d'ailleurs. Et très vite, il retombe dans, je trouve, dans ça, ce qu'on disait au tout début, c'est une caricature de lui-même. Je pense que l'apothéose, pour moi, c'est bon, il y a Dark Shadows d'un côté, et avant, c'est Charlie et la chocolaterie. Putain, ce que c'était chiant, Charlie et la chocolaterie, parce que il y avait tout pour que ce soit bien, et puis... En vrai, pour moi, oui, et je pense, même si Big Fish, je pense que c'est une anomalie, parce que pour moi, c'est le film d'avant où voilà, il se perd, La planète des singes. Ah putain, mais ça, à croire que c'est un film de commande en fait. Oui, en fait, t'as l'impression que le mec il veut vraiment faire quelque chose de très différent, mais qu'il n'y a pas d'âme dans ce film. Ensuite, il fait Big Fish, ouais. Et après, Charlie la chocolaterie, où il il redevient le Burton. Mais vraiment, moi, les deux films que j'apprécie beaucoup de lui, c'est Sleepy Hollow, parce que je l'avais vu au cinéma et puis il m'avait bien marqué, et Mars Attack, que j'adore, et qui a traumatisé toute une génération d'enfants. Mars Attack ? Ah oui, moi j'ai plein de potes de mon âge qui me disaient ce film les a traumatisés quand ils l'ont vu petit. Bah, t'as eu la gueule des... Quand tu vois la gueule des extraterrestres, putain, tu oui, un peu, oui, c'est vrai. Et moi, j'ai surkiffé ce film. Et c'est là où ça me fait d'autant plus mal que les Batman de Burton, moi, c'est vraiment ceux que j'ai vus petits. Les tout... Voilà, pareil, Batman et Batman le défi. Édouard aux mains d'argent, j'ai presque grandi avec ce film aussi. Mars Attack, et c'est des films qui m'ont bercé, même si j'ai jamais été un grand fan de l'esthétique de Burton. Bah le après, moi, sans déconner, quand je vois Sweeney Todd, Alice au Pays des Merveilles, qui est, c'est. Alors tu sais quoi, Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles, j'ai une anecdote me concernant. C'est-à-dire, quand j'ai appris en 2008 ou un truc comme ça, enfin le film est 2010 il me semble, que Burton allait faire Alice au Pays des Merveilles, j'ai coupé tout ce qui pouvait m'informer sur ce film. Je me suis dit, putain, on va avoir... Le film de Disney, d'Alice au Pays des Merveilles, je l'ai vu très tard, et il est très dissonant dans la filmo de Disney, et je l'aime pas plus que ça. Et par contre, le roman Alice au Pays des Merveilles, il est bien. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé Lewis Carroll, j'ai beaucoup aimé le lire. Alice est de l'autre côté du miroir, après la suite. Donc quand j'ai appris ça, il y avait tout qui était réuni. Un bouquin que j'aime bien, un réalisateur que j'aime bien, je fais putain, mais ça va être grandiose. Et après, j'ai été le voir au cinéma. Et quelle ne fut pas ma surprise, parce que je savais pas du tout que Disney était... que c'était Disney qui avait appelé Burton pour faire ce film, et lui apparemment était pas spécialement enjaillé à l'idée de le faire, parce qu'il se sentait hermétique à l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, donc là ça a brisé mon petit cœur. Et du coup c'est juste Alice au Pays des Merveilles 2. Ça reprend exactement la trame du film de Disney, et ça replante le décor genre 15 ans après, où elle retourne, etc., elle va revivre les mêmes choses, rencontrer les mêmes personnages. Et c'était long et chiant. Et encore une fois, le personnage principal, c'est pas Alice, c'est le Chapelier Fou. Oui, parce que c'est qui ? C'est Johnny Depp. Et il a besoin de ça
pour laisser passer sa créativité. Et si tu recoupes encore un peu, le Chapelier Fou, c'est quoi ? C'est un artiste, il a les cheveux hirsutes, il a des cernes, et c'est un artiste incompris. On retombe encore, il est complètement fantasmé en fait comme personnage, et c'est Tim Burton encore une fois. C'est différentes vies de Tim Burton à travers Johnny Depp. Oui, c'est ça. Après ce flop qui est Alice au Pays des Merveilles, on n'a pas eu grand-chose. Enfin, alors apparemment, Frankenweenie était un bon film pour enfants. Il est alors oui, pour enfants oui, mais c'est du Burton encore une fois. Après Alice au Pays des Merveilles, t'as Dark Shadows quoi. Bah oui, t'as Dark Shadows, mais je veux dire beaucoup plus tard, 6 ans plus tard, on a un film que moi j'ai énormément aimé et que j'ai pas eu encore l'occasion de revoir, mais que je me souviens qui m'avait beaucoup marqué quand je l'ai vu à sa sortie au cinéma. Miss Peregrine. Miss Peregrine et les enfants particuliers. Ouais, pareil, je l'ai vu au ciné et j'en garde un très bon souvenir. Exactement. Pareil, moi je l'ai vu au ciné, jamais revu depuis, je me souviens plus de tout, mais il m'avait pas réconcilié avec Burton parce que j'étais pas non plus spécialement fâché. J'ai toujours son numéro de téléphone, mais voilà, le casting était Oui, le casting était changeant. Ils avaient rallumé la lumière de temps en temps. Ils allumaient la lumière de temps en temps. Ils l'éteignaient. Enfin, il y avait plein de trucs. T'avais en termes de colorimétrie, des fois tu te rapprochais presque d'un Big Fish tellement c'était lumineux, etc. Et même peut-être un peu trop, tu vois. Mais bon, dans la caricature de quelque chose. À d'autres moments, il faisait nuit ou très sombre. Et ça fonctionnait bien, hein, je trouve, Miss Peregrine. Et puis c'était une histoire. Bon, en même temps, c'est pas des scénarios Tim Burton, ça, mais c'était une histoire en même temps qui restait, on va dire, dans le thème de Tim Burton qu'on a expliqué plus tôt, tout ce qui est autour de la mort, du monde, des mondes parallèles, tout ça, des portes, comme on a pu dire. Et en même temps, c'était super rafraîchissant, je trouve. Oui, parce que c'était moderne, c'était nouveau. Moi, j'ai encore ces souvenirs de ces créatures que tu ne voyais pas, mais qui étaient monstrueuses. J'ai trouvé ça excellent en fait, vraiment. Oui, c'est fou, hein, parce que quand tu as annoncé Dark Shadows la semaine dernière, Vivien, j'étais à la fois content et pas content. C'est-à-dire, j'ai fait une Kevin. C'était à la fois bien et pas bien. Voyez-le si vous voulez, ne voyez pas si vous voulez pas. Putain, c'est ma conclusion. Pardon. Mais et je savais qu'on allait en arriver là, et de toute façon c'était un peu le but. Mon plan était assez sommaire, hein. Personnage, résumé du film et de ce qui va pas, et Tim Burton. C'était un peu là où je voulais qu'on aille, et du coup on y était très vite, et c'est très bien. Parce que Dark Shadows, finalement, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est un énième Tim Burton qui ressemble à tous les autres. Et merde, je suis en train de faire ma conclusion. Et il fallait qu'on parle du réalisateur, je pense, un peu plus. Donc c'était peut-être pas le meilleur film pour entrer en contact avec Tim Burton, ce qu'on n'avait jamais fait avant dans l'émission. Mais c'était un bon moyen, finalement, de commencer à parler de Tim Burton. Entrer en contact, on dirait que tu parles d'un esprit. Oui, tout à fait. Et je vais vous emmener gentiment vers la conclusion, si vous voulez bien. Et je serais très curieux d'avoir la conclusion de Kevin. Alors c'est un film ni bon ni mauvais, je vous le conseille si vous avez envie de passer... Non, je déconne, moi j'ai vraiment pas apprécié. Ça dure 2 heures, je trouvais ça ultra long, en plus je l'ai regardé aujourd'hui exprès pour pas l'oublier. Et quelle ne fut pas ma joie en sachant qu'on a presque pas parlé du film. Donc j'aurais pu le regarder la semaine dernière, il n'y a pas de problème. Mais non, en vrai, j'ai trouvé ça long, chiant. Le propos, je trouve que soit il y a... Je sais pas ce qu'il voulait être dit, mais ça a mal été dit. Et puis ça a peut-être dit son contraire. Mais en vrai, même si j'aime bien les quelques acteurs qui jouent dedans, ça rattrape pas le film. Et je trouve ça ultra dommage parce que j'aime beaucoup Michelle Pfeiffer. Bohemian Carter, même Johnny Depp, je l'aime de moins en moins, mais bon, ça reste un acteur qui a quand même, qui voilà quoi. Mais ouais, non, moi si vous voulez regarder un Tim Burton, regardez un autre Tim Burton en vrai, mais qui suis-je pour vous le déconseiller, mais je vous le déconseille quand même quoi. Je me suis vraiment fait chier, mais c'était intéressant d'en parler. Merci Kevin. Vivien ? Ouais, alors Dark Shadows, moi c'est un film que j'ai vu jeune, qui m'a dérangé jeune et qui me dérange encore aujourd'hui. Je pense que ça veut dire quelque chose. Sinon, à part ça, mais moi les acteurs qu'il y a dedans, c'est que des acteurs que j'adore, particulièrement Jackie Earle Haley, qui joue dans certains films que j'aime beaucoup, Helena Bonham Carter, qui est une de mes actrices préférées, Johnny Depp également. Enfin, tous les acteurs sont des acteurs que j'adore. Mais là j'ai eu du mal parce que je comprends pas où veut venir le film, enfin où veut en venir le film. J'ai l'impression de pas comprendre le scénario non plus alors qu'il est pas compliqué. Voilà, je sais pas où Burton a essayé d'aller parce que c'est un film de Burton et je sais pas où Burton a essayé d'aller, qu'est-ce qu'il voulait me faire comprendre, parce que j'ai l'impression que ça c'est pas ce que j'ai compris en fait.
et que j'ai compris les mauvaises choses et j'en ai tiré des mauvaises conclusions. Ça aurait pu être quelque chose de bien, je pense. Et ça ne l'est pas. Ça aurait pu. Merci Vivien. Et toi Olive? Ah, je crois que vous avez tout dit. Non, c'est pas vrai. Ouais, Dark Shadow, voilà. C'est un film que j'ai vu au cinéma, que j'ai revu là en début de semaine. Il m'en a touché une sans bouger l'autre. Sans faire bouger l'autre même. C'est un film qui ressemble à tous les films de Tim Burton depuis le début des années 2000. Le cast est inchangé, enfin voilà, à part Eva Green qui est dedans et qui c'est plutôt rafraîchissant. Mais à part ça, l'image de la femme est plutôt, je trouve, assez ternie dans le film parce que y a beaucoup de plans nichons, il y a beaucoup de plans cul dedans qui servent pas à grand chose. Tim Burton, il fait du Tim Burton. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, j'en sais rien, mais pour moi, enfin voilà, quand on commence à s'en rendre compte de ça, on se rend compte que putain, il est encore en train de faire la même chose. Alors que c'est difficile de se dire ça parce que tu sais, c'est un réalisateur que t'aimes bien parce qu'il fait il utilise certains gimmicks que tu vas retrouver peut-être de film en film, etc. Mais là, Burton, ça se voit tellement qu'au bout d'un moment, ça devient chiant et c'est ce qu'on disait, ça devient une caricature de lui-même et c'est un peu pénible sur le long terme. Donc il y a 2-3 trucs marrants. Est-ce que je vous le conseille pour autant? Non, pas spécialement. Un film qui pourrait mieux vous plaire, je pense, dans la même veine. Prenez n'importe quel film de Tim Burton avec Johnny Depp et Helena Bonham Carter. Vous aurez un Dark Shadows, mais sans les vampires peut-être. Évitez Sweeney Todd si vous avez l'oreille musicale. Ça va définitivement vous achever quand ils se mettent à chanter. Parce que Helena Bonham Carter, c'est pas une chanteuse. Johnny Depp, bon, ça va, il est beau. Et voilà, puis oui, Bonham Carter aussi. Bonham Carter aussi, elle est très belle comme femme. Oui, c'est une belle femme, mais elle chante mal. Oui. Donc voilà. Donc pour moi, ce sera un. Ok. Juste un truc, si je peux me permettre. C'est intéressant quand tu as dit quand on commence à reconnaître le fait que Burton fait du Burton, c'est que ça va plus. En fait, Burton, c'est un réalisateur. Tu peux peindre un tableau avec sa façon de montrer les choses. Tu peux peindre quelque chose avec sa façon de montrer les choses et quand tu vois ce tableau, tu dis ah, inspiré Burton. Et un de mes artistes peintres et illustrateurs préférés s'appelle Benjamin Lacombe, pardon. C'est celui qui illustre beaucoup de livres comme des contes pour enfants, des trucs, mais d'une façon très adulte avec, vous l'avez sûrement vu, des personnages à grosse tête, souvent le regard vide. Et quand tu vois ces tableaux, tu peux dire tiens, c'est Burton. Voilà. Et c'est tout le temps la même chose. Voilà. Je suis d'accord. Alors, je vous recommande aussi. Alors, je n'ai plus le titre. Je vais essayer de retrouver parce qu'il a écrit un recueil de poèmes Burton que vous pouvez trouver en double édition, c'est-à-dire à la fois le poème original en anglais et sa traduction à côté. Et souvent, il y a des illustrations de Burton. Je pense que c'est parfait pour mettre et illustrer ce qu'on vient de vous dire. Tous les poèmes qu'il a écrits, il y a des trucs qui sont très sympas. Vous reconnaîtrez la patte Burton sans aucun doute. Et toutes les illustrations, c'est la même chose. C'est des grands yeux, cernés de noir, tous ces personnages avec les cheveux hirsutes. Et ça traitera toujours du même sujet. C'est quelqu'un qui est malheureux dans sa vie parce que quelque chose. C'est un artiste incompris parce que nanana. Et voilà, donc c'est la meilleure mise en évidence de ce qu'on vient de dire se trouve peut-être dans son recueil de poèmes. J'ai plus du tout le nom de ce truc-là. Je dois l'avoir dans ma bibliothèque. Au pire tout pire, je mettrai un lien Amazon, un truc si vous voulez le voir, l'acheter ou le lire, le télécharger, enfin faites ce que vous voulez. Mais voilà, ça. La triste fin du petit enfant 8. Voilà, exactement. Bravo. Merci Google. Pas de problème. Et on pourrait dire aussi une dernière chose, que si vous êtes un peu sensible à Edgar Allan Poe, par exemple, dans une moindre mesure peut-être un peu Baudelaire, vous trouverez votre compte aussi dans le cinéma de Burton de manière générale, parce que c'est très inspiré, on va pas se mentir. Pour avoir dévoré l'œuvre d'Edgar Allan Poe, je suis sensible à ça, je suis sensible à l'imagerie Burton, à tout cet imaginaire de Poe, etc. Donc vous vous y retrouverez aussi, peut-être un peu mieux, parce que c'est un cran peut-être au-dessus en termes d'écriture et de littérature, mais voilà, ça peut être des pistes si vous voulez creuser un petit peu le sujet. Sur ces bonnes paroles, je vais annoncer le film de la semaine prochaine. Ah. Et là, mes petits chatons, vous savez pas qu'est-ce que c'est que je vais vous donner comme film. Un jeu, non pas là, la semaine prochaine peut-être, mais ce sera peut-être pas trop le mood. Et puis je vois pas trop ce que je pourrais vous faire comme jeu autour du film que je vais vous annoncer. C'est un film que j'ai vu au cinéma, que je n'ai jamais revu. Enfin si, je l'ai revu avant-hier, pour m'assurer que ça allait le faire. Ça va être étonnant, je pense.
Voilà, donc la semaine prochaine, un truc intéressant. Hein. La semaine prochaine, nous allons vous parler de Hard Candy. D'accord. Je ne connais pas. C'est un film sympathique, sur un thème sympathique, j'en dis pas plus. Sur ce, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci. Au revoir là, mais vous êtes bouchés du cul. Mais merde, je me casse. Au revoir de nous avoir écoutés. Non, c'est pas vrai, je me suis pas cassé, mais je me suis rendu compte qu'on n'avait pas fait d'outro nul. Du coup, j'ai fait semblant de Merci de revoir, de nous écouter bientôt. Et voilà. Et là, en fait, je reviens. Mais en fait, je suis pas vraiment parti parce que... Et là... Comme dirait une grande artiste qu'on a reçue dans cette émission, j'ai fait clipper mon micro. Ça fait un peu professionnel de dire ça, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais c'était pas... Moi, je le lèche. Quoi? Tu peux pas dire ça après que j'ai annoncé Hard Candy comme film. On peut pas dire ça. Tu peux dire, et la semaine prochaine, on vous parlera de Hard Candy. Moi, le micro, je le lèche. Mais non. Il y a eu du temps. Bon, quand tu vas couper, ça va couper bien. Mais et la semaine prochaine, on parlera de Hard Candy. Je le lèche. Yeah. Ok, je vois. Yeah. Voilà. Oh yeah. C'est fini pour aujourd'hui. Et on se revoit la semaine prochaine. Ça va être bien. Ça va être chouette. Tous les lundis à 18h. En fait, par contre, les gens, on ne se voit toujours pas. Tous les lundis à 18h, c'est faites entrer le facé. Faites entrer le facé. Arrêtez avec cette vanne. C'est la mienne et je les sortirai un jour. D'accord? Quand on fera Back to the Future. Très bien, faisons comme ça. Merci à tous de nous avoir écoutés. Tu veux dire, on fait un remake du film de Zemeckis? Non, parce que moi je l'aime. J'ai dit merci à tous de arrêter de me... parce que... Oh. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'était très sympathique. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour Hard Candy avec Elliot Page. Oh, il a repris le lead. C'est lui le chef en fait. Et en attendant, passez une très bonne semaine. Des gros bisous. Prenez soin de vous. Ouais, donc merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un film qui va nous enjoyer. Ça va être incroyable. Je vous fais des bisous. Tout le monde vous fait des bisous. Merci à tous. Merci à tout le monde. Et clocher, abonnez-vous, likez, faites des trucs, commentez, c'est sympa. On vous aime. Bisous. Et écoutez jusqu'à la fin, c'est souvent la fin qui est le meilleur. Sur ce, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.